Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour ces premières journées de leur association. Donc, de ma part, je vais vous parler de notre expérience sur la prise en charge, surtout des sténoses trachéales bénignes. Dans un premier temps, donc, je vais vous présenter 2 cas cliniques et j'aimerais bien avoir votre interactivité. Écran, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'un patient âgé de 50 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui est tabagique chronique à 25 paquets années, qui est admis aux urgences pour douleur thoracique aiguë, une toux intermittente et dyspnée d'effort. L'examen clinique était sans particularité. Voici sa radiographie thoracique. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal sur ce cliché thoracique? Oui? Oui? Rien. Effectivement, la radiographie thoracique est sans anomalie. Donc, vu la douleur thoracique aiguë, nous avons éliminé les autres étiologies d'une douleur thoracique aiguë, entre autres les étiologies cardiovasculaires. Nous avons éliminé une embolie pulmonaire, donc nous avons fait un dosage d'ididimère qui sont revenus négatifs, les troponines qui étaient négatifs, un ECG normal, le dosage de la BNP qui était négatif, une numération formule qui est normale et une CRP qui est négative. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste comme diagnostic à évoquer chez ce patient? Radio normale, douleur thoracique aiguë, un bilan biologique éliminant l'embolie pulmonaire, toute atteinte cardiaque. Pardon? Une tumeur neurologique. Donc, on aurait à voir une image pathologique sur la radiographie thoracique. Un scanner thoracique, on est devant l'urgence. Donc, nous n'avons pas fait de scanner thoracique. La radio, elle est normale, le bilan, il est négatif. Mais nous avons poussé l'interrogatoire. C'est un patient, donc, nous avons poussé l'interrogatoire. Nous avons retrouvé la notion d'inhalation de corps étranger. Donc, il fallait penser au corps étranger intrabronchique chez un patient avec douleur thoracique aiguë, dyspnée aiguë, ayant éliminé les étiologies thoraciques d'une douleur et d'une dyspnée aiguë. Donc, l'interrogatoire avait trouvé le syndrome de pénétration après inhalation d'un corps étranger lors d'un repas 6 jours auparavant. Donc, le malade, il a traîné avant d'atterrir aux urgences de l'hôpital Avicenne 6 jours auparavant. Alors, devant la suspicion et devant la notion d'inhalation de corps étranger, bien sûr, le premier réflexe, c'est de faire une fibroscopie bronchique, laquelle a été faite, donc la bronchoscopie souple a été faite sous sédation, sinon sous anesthésie générale, et je vais vous dire pourquoi par la suite. Et on a visualisé un corps étranger qui est localisé au niveau du tronc intermédiaire. Donc, à l'époque, nous ne disposions pas de bronchoscope rigide. Donc, on doit faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc, le malade n'a pas supporté la fibroscopie souple, donc nous l'avons faite sous sédation. Sous sédation, on a visualisé le corps étranger, mais le malade, il se réveillait rapidement, donc on est passé à l'anesthésie générale. Le malade était sédaté et on a visualisé le corps étranger et on a pu arriver à l'extraire avec succès. Donc, l'interrogatoire, initialement, avait noté la notion d'inhalation d'un dentier en résine lors d'un repas. Donc, il était en train de manger, il a pris une banane, en coupant la banane, il a avalé le morceau de banane à travers son œsophage et le dentier à travers sa trachée. Voilà ce qu'on a pu extraire sous bronchoscopie souple chez un malade en anesthésie générale. C'est vrai, on a couru le risque, mais on ne pouvait pas, on devait faire l'affaire.
Donc voilà l'équipe et de là, je tiens à féliciter, à remercier vivement le jeune médecin anesthésiste qui a pris le risque de sédater ce malade, de l'intuber, de faire la fibroscopie souple à travers la sonde d'intubation. Et le problème qui s'est posé pour nous, c'est le corps étranger, il n'a pas pu être introduit dans la sonde d'intubation. Donc on était obligé d'extuber et de le réintuber rapidement. Donc on a vraiment couru le risque, mais on ne pouvait pas, on était devant l'urgence. Donc, quoique rare chez le sujet adulte, le corps étranger peut survenir à tout âge. La radiographie standard, certes, il peut montrer des corps étrangers qui sont radio-opaques, mais pour les corps étrangers radiotransparents, il n'est pas visible. Donc, on doit recourir à la fibroscopie pour le visualiser et essayer de l'extraire. Il y a des corps étrangers qu'on arrive à extraire par bronchoscopie souple, mais parfois, comme c'est le cas ici, parfois on est obligé de passer à la bronchoscopie rigide et c'était l'objectif de ce cas clinique, c'est de vous montrer l'importance de la bronchoscopie rigide pour les extractions des corps étrangers qui sont inextirpables sous bronchoscopie souple. Je passe à un deuxième cas clinique. Alors là, c'est une patiente qui est âgée de 38 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, sans antécédents d'intubation antérieure ni de trachéotomie, et qui présente depuis 10 ans une gêne respiratoire avec sifflement thoracique. Pour cette symptomatologie, la malade a été prise pour asthme et fut traitée comme telle. Donc depuis 10 ans, avec notion d'exacerbation fréquente, on la reçoit. C'est une patiente qui est vue pour aggravation de sa symptomatologie, donc avec apparition d'un wheezing et d'un stridor inspiratoire. Nous avons réalisé une radiographie thoracique. Voilà sa radio. Est-ce que vous voyez quelque chose sur la radio? Une opacité sous hilaire droite, les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose? Regardez bien le médiastin, regardez bien la trachée. Effectivement, donc la trachée, on voit une empreinte sur la trachée cervicale. Donc, c'est une atteinte trachéale qui était prise pour asthme et la malade fut traitée pour asthme depuis 10 ans. Donc, nous avons complété par un scanner thoracique qui a montré un épicissement de la paroi trachéale sur cette coupe. Je sais pas. Ici, vous voyez l'épicissement de la paroi trachéale et une sténose trachéale qui est localisée, donc un rétrécissement. L'intérêt du scanner, non seulement il montre le rétrécissement trachéal, mais il permet d'étudier son étendue qui reste parfois impossible à faire par une simple bronchoscopie, si on est devant une sténose trachéale infranchissable. Donc on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe en aval de cette sténose. Alors, l'endoscopie bronchique nous a permis de confirmer le diagnostic. Il nous a montré une sténose serrée et circonférentielle au niveau du tiers supérieur de la trachée et qui est située à 2,5 cm en dessous des cordes vocales et estimée à plus de 70% du diamètre trachéal. Donc, je vous montre bien donc, ici la sténose trachéale. C'est une sténose qui est circonférentielle, qui est souple. Donc, on est passé... on a fait un bilan étiologique. Bien sûr, le bilan étiologique a été fait après la réalisation du geste de sauvetage, après la bronchoscopie rigide. Et nous avons bilanté cette sténose trachéale. Elle était de quelle étiologie? On va voir par la suite les étiologies des sténoses trachéales bénignes. Et on a conclu à une sténose trachéale idiopathique. Donc, nous n'avons pas retrouvé une étiologie précise chez cette patiente. Donc, devant cette localisation très haute de la sténose, nous avons proposé un traitement sous endoscopie interventionnelle basé tout simplement sur une dilatation endoscopique sous bronchoscopie rigide
en commençant par les tubes les plus petits, donc de plus faible diamètre. Chez cette patiente, une seule séance était suffisante pour obtenir un calibre satisfaisant. L'évolution était marquée par une nette amélioration clinique et endoscopique et nous avons même pu arrêter le traitement de la maladie asthmatique. Donc l'intérêt, l'objectif de ce cas clinique, il faut toujours penser au diagnostic différentiel de l'asthme avant de confirmer, avant de mettre la malade sous traitement anti-asthmatique. Alors, quels sont les mécanismes et les procédures à faire devant une sténose trachéale bénigne? Certes, on peut dilater une sténose trachéale par les différents types de bronchoscope rigide. Donc, monsieur, je ne me rappelle pas de son nom, il va nous montrer des vidéos sur les techniques de dilatation. Il s'agit de mouvements de rotation du tube rigide en commençant par les tubes de plus faible diamètre et en allant progressivement utiliser les autres diamètres un peu plus importants. Parfois, on peut précéder les dilatations par des tirs de laser qui permettent de coaguler, de nécroser la paroi qui est épaisse et qui va nous faciliter la dilatation. Donc, Le geste, il peut s'arrêter là, comme on peut terminer le geste par la pose d'une prothèse pour maintenir l'ouverture de cette trachée. Comme on ne peut pas poser de prothèse, c'est au cas par cas et ça différent et ça, bien sûr, et ceci en fonction des cas cliniques. Voilà donc la sténose initialement. Je vous montre ici la sténose. Après la dilatation par les becs du bronchoscope rigide, on a pu arriver à ouvrir la trachée et donc une amélioration clinique et endoscopique. Alors, je vous présente notre série. Certes, c'est une série qui est encore très modeste parce qu'on vient de commencer l'endoscopie interventionnelle il n'y a même pas une année. Là, c'est une étude rétrospective, descriptive et analytique. Nous avons colligé 7 cas de sténose trachéale bénigne, et là je parle des sténoses bénignes de la trachée, qui sont colligés au service de pneumologie CHU d'Avicenne pendant une période moins d'une année. L'âge moyen de nos patientes était de 37 ans avec des limites allant de 24 à 62 ans. Tous nos patients étaient de sexe féminin, donc que des femmes. Les principaux antécédents retrouvés chez nos patientes sont 3 cas de sténose trachéale post-intubation, dont 2 pour une toxémie gravidique. 2 patientes étaient intubées donc pour une toxémie gravidique et une patiente a été intubée après un accident de la voie publique. Une patiente connue porteuse de rhinosclérome et de localisation de son sclérome au niveau de la trachée. Une malade porteuse de maladie de Wegener, et comme vous savez très bien que la maladie de Wegener, elle peut se compliquer de sténose trachéale et de sténose bronchique. Une patiente porteuse d'une maladie de RCH, donc après une revue de la littérature, nous avons trouvé que les MICI, ils peuvent se compliquer de sténose trachéale. Et bien sûr, le cas que je viens de présenter, une sténose trachéale idiopathique. Le mode de découverte de la sténose, donc, c'était une dyspnée inspiratoire. Le délai moyen entre le début du symptôme et l'épisode d'intubation chez les patientes qui ont été intubées était de 80 jours, avec des extrêmes allant de 30 jours à 5 mois. Donc, les 2 patientes qui ont été intubées pour toxémie gravidique, donc, ils avaient un délai d'apparition de cette sténose qui est de 1 mois. L'endoscopie était le moyen de confirmation et donc, bien sûr, il a été réalisé chez toutes nos patientes. Non seulement il nous a permis de confirmer le diagnostic, mais de déterminer son degré. Sa localisation, surtout, il faut toujours déterminer la distance de cette sténose par rapport aux cordes vocales et par rapport à la carène, parce que cette distance et cette étendue est un élément prédictif de décision du choix de la méthode de dilatation. Est-ce que c'est une dilatation simple? Est-ce que c'est une dilatation qui doit être poursuivie de pose de prothèse? Et de préciser l'aspect macroscopique de la sténose. Est-ce que c'est une sténose inflammatoire ou fibreuse?
Donc l'imagerie, elle reste importante comme complément indispensable pour choisir la meilleure modalité thérapeutique. Et comme je vous ai dit, devant une sténose infranchissable, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en aval. Le scanner, il permet de déterminer l'étendue de cette sténose en aval de l'orifice. Alors pour nos patientes, la sténose elle siégeait à 2-3 cm en dessous du corde vocale. Il s'agissait d'une sténose courte et circonférentielle chez 6 patientes et une sténose courte en diaphragme chez une seule patiente. Donc, toutes nos patientes ont bénéficié de bronchoscopie rigide. Donc, on n'a fait que des dilatations au tube rigide. On n'a pas posé de prothèse parce qu'initialement, on n'avait pas encore acquis les prothèses au niveau de l'hôpital. Donc, nous avons réalisé que des dilatations. Nombre de séances, nous avons réalisé 10 séances pour cette patiente. Vous allez voir qu'une patiente qui avait une sténose trachéale post-intubation a bénéficié de 4 séances de dilatation et qui se sont terminées par un échec et il a fait l'objet d'une chirurgie trachéale. Vous allez me dire pourquoi la malade n'a pas été opérée initialement, parce que tout simplement, il s'est amélioré lors de la première séance de dilatation et il gardait l'espoir qu'en reprenant la malade, tout ça va rentrer dans l'ordre et il refusait catégoriquement donc, la chirurgie jusqu'à ce qu'on l'a convaincu par la suite. Donc, chez 6 patientes, une seule séance était suffisante pour avoir une amélioration clinique avec du contrôle clinique et endoscopique régulier. Au départ, on faisait une fibroscopie à 1 mois, à 3 mois et actuellement, donc la dernière malade, je viens de la voir la dernière semaine et là, elle rapporte une nette amélioration clinique. La 4e patiente, donc, on l'a proposée à la chirurgie et elle a bénéficié d'une résection anastomose actuellement avec un contrôle endoscopique en post-opératoire et elle va beaucoup mieux. Alors, une petite revue de la littérature rapide sur les étiologies des sténoses trachéales bénignes. Donc, il y a les sténoses iatrogènes qui restent les plus fréquentes. C'est les sténoses après intubation trachéale, c'est les sténoses post-intubation et post-trachéotomie. Donc, avec le développement des techniques d'intubation, de la ventilation mécanique, donc la majorité des malades sont intubés. Et bien sûr, comme tout acte mécanique, il y a augmentation de la fréquence de leurs complications, en particulier les sténoses trachéales et les sténoses laryngotrachéales, qui restent parfois sévères, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Alors, pour les sténoses post-intubation, les mécanismes d'action, c'est l'augmentation de la pression du ballonnet qui dépasse la pression de la perfusion capillaire et on aura des zones d'ischémie et parfois d'ulcérations qui sont profondes qui vont aboutir à des sténoses cicatricielles. Pour les sténoses post-trachéotomie, le mécanisme, donc, c'est des lésions qui se sont observées aux zones d'appui de la canule de trachéotomie, donc qui vont aboutir à des lésions qui peuvent être sus ou sous-ostiales. Les aspects anatomiques les plus fréquemment rencontrés, vous voyez, donc on peut avoir une sténose localisée circonférentielle. On peut avoir une sténose avec effondrement de la paroi trachéale, comme on peut avoir les deux aspects. Les différents aspects, bien sûr, ils vont dicter la conduite thérapeutique endoscopique par la suite. Donc, je passe parce qu'on en a parlé. Le scanner, il permet de... Alors, je vous montre ici, devant une sténose localisée, on peut se contenter d'une simple dilatation. Ici, une sténose avec effondrement de la paroi trachéale, on n'a pas à dilater parce qu'on doit poser une prothèse trachéale. Et devant l'association des deux, on peut dilater et poser une prothèse de la trachée. Revenons aux autres étiologies. Donc, en dehors des sténoses iatrogènes, il y a les sténoses trachéales post-brûlure, donc les brûlures laryngotrachéales, et parfois même on voit les brûlures caustiques, les infections. Et là, parmi les infections, le sclérome trachéal et le rhinosclérome, donc on en a un cas. La tuberculose qui peut se compliquer, surtout la tuberculose bronchique qui peut se compliquer de sténose trachéobronchique, les MICI, la RCA, les maladies de système, la granulomatose de Wegener, l'amylose trachéobronchique, les polychondrites, la trachéobronchopathie osteochondroplastique, et je passe sur les autres étiologies. Comme on peut avoir des étiologies idiopathiques.
je passe. Le traitement, certes, d'une sténose, le meilleur traitement, c'est la chirurgie, mais parfois, en cas de contre-indication transitoire ou définitive, on passe à l'endoscopie interventionnelle. Je passe sur les techniques parce qu'ils vont être bien détaillés par notre collègue. J'insiste sur cette diapo. Devant une sténose simple, sans effondrement de la paroi trachéale, proposer une dilatation endoscopique qui peut être associée au laser. En cas d'échec, c'est la chirurgie. Mais devant une sténose complexe avec effondrement de la paroi trachéale, on peut proposer une endoprothèse et en cas d'échec, on peut proposer la chirurgie. Sinon, la chirurgie reste le gold standard de la prise en charge des sténoses trachéales. Je vous remercie. Il est là. En attendant que Monsieur Didier prépare sa présentation, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Bellaoui. Ça marche pas? Ça marche? Oui. Merci Leïla pour cette très belle présentation. Aussi bien la première présentation, surtout sur les deux cas cliniques, la première et la deuxième. Moi, je crois que c'est une présentation, on est resté un peu didactique, mais je pense que d'emblée, pour le premier malade, le corps étranger était le diagnostic et le seul diagnostic à évoquer. Il n'était pas vraiment nécessaire d'aller jusqu'à éliminer une embolie pulmonaire, etc. D'autant plus il y a un syndrome de pénétration. Et puis, il a perdu son dentier. Donc, il faut se demander où il est parti. Donc, finalement, dès le premier coup, c'est le diagnostic de corps étranger. Et vous avez montré la radio, est-ce qu'il n'y a rien? Et je crois que vous avez vu la radio après avoir fait le diagnostic, il y a quand même une réduction du tronc intermédiaire de la radio. Mais ça, on ne peut pas le voir dès le début, mais après, on l'a vu. Alors, pour les sténoses, moi, je pense que, surtout pour les cas où le diagnostic traîne, c'est-à-dire les quelques cas qu'on avait dans le service, c'est des erreurs diagnostiques des médecins. Et on s'éloigne un petit peu du patient. La sténose trachéale, c'est une dyspnée inspiratoire. Comment traiter un malade pour asthme alors qu'il est gêné à l'inspiration? Et si on est pressé et on a mal vu, mal interprété les signes cliniques du patient, au moins on va se rattraper au niveau de l'exploration. Les débits inspiratoires sont effondrés. Moi, je pense que je ne fais pas de commentaires sur ce que vous avez fait, c'est excellent, mais au moins pour faire un diagnostic précoce et éviter aux patients des pertes d'argent, de temps. Parfois même, on a vu des malades qui sont allés jusqu'au test cutané, 1 an et demi de suivi pour asthme, alors qu'il avait une tumeur trachéale. Et je me souviens, ce patient, c'est Madame Yassine qui l'a vu, et dès qu'il a vu le patient, qui a traîné 1 an et demi traité pour asthme, il a appelé les étudiants de 3e année. Il leur a dit, il y avait été 6 autour d'elle, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez, patient? Et les 5 étudiants sur 6, ils ont dit, madame, il a une dyspnée inspiratoire. Donc, à quoi vous pensez? À une sténose trachéale. Effectivement, il avait une sténose trachéale, il avait une tumeur trachéale, plutôt une sténose, il a été opéré et le sourire est revenu au patient. Merci. Alors, pour répondre à mon maître, professeur Bellaoui, pour le cas du corps étranger, effectivement, nous, quand on a reçu le malade, après, c'est le malade lui-même qui nous a dit que j'ai avalé quelque chose, que j'ai inhalé. Mais c'est pour la discussion, c'est pour le cas clinique, pour éviter que la salle et l'assistance évoquent l'IDM, l'embolie pulmonaire devant une douleur thoracique aiguë. Je vous ai fait ce cas clinique comme ça. Mais le diagnostic du corps étranger, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Surtout, comme vous avez bien dit, le malade, il venait sans son dentier et il est sûr qu'il l'avait inhalé. Alors, pour le deuxième cas clinique, c'était choisi exprès, c'est pour montrer et insister sur l'importance des diagnostics différentiels. Et poser le diagnostic de l'asthme, c'est un diagnostic qui est fonctionnel. Certes, la sténose, elle donne une dyspnée inspiratoire, mais l'asthme, c'est une dyspnée expiratoire avec une gêne respiratoire, oppression thoracique. Donc, et c'est une patiente qui a été suivie par nos confrères pendant 10 ans. Donc, nous l'avons reçue 10 ans après, quand il avait vu aggraver sa dyspnée qui est devenue inspiratoire. Merci. Donc, on passe rapidement à la présentation suivante. Merci. De Monsieur Carlos Didier, qui nous vient directement de Valladolid. Il est chef de service